GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, vous êtes donc sur Échange avec cette émission où on invite une personnalité assez spéciale du domaine du sport. Et là nous sommes devant ce mythique stade du complexe Mohamed V de Casablanca où, n'est-ce pas, on a l'habitude de voir les rencontres Wydad, Raja ou encore de l'équipe nationale du Maroc. Mais là, on va parler avec une personnalité du football marocain qui est d'ailleurs agent intermédiaire de joueurs, et on va échanger sur son activité, sur son profil, et exactement on va parler du football marocain et aussi du football africain. Pour en savoir plus, restez scotchés, le temps pour moi d'accueillir notre invité. GFM's TV. Bonjour Monsieur Youssef. Oui, bonjour, comment allez-vous Bertrand? Je vais très bien et merci de nous accueillir ici dans la ville de Casablanca, devant ce mythique stade Mohamed V de Casablanca. Il vous rappelle quelque chose ce stade? Bien sûr, il me rappelle aussi mon enfance. Ouais. Mon enfance, je partais avec mon père souvent au stade, et c'était pratiquement tous les week-ends, tous les dimanches à 15 h. Sur une semaine, il y avait les matchs du Wydad de Casablanca. L'autre semaine d'après, il y avait les matchs du Raja. Je regardais les matchs de foot généralement les dimanches à 15 h. Donc ça me rappelle aussi mon enfance. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut avouer, monsieur Youssef, que ici c'est encore passable parce qu'on peut circuler. Mais les avant-matchs du Wydad, on imagine ce qui se passe ici. Ah ben bien sûr, avant-match du Wydad, il y aura un blocage de circulation, ça c'est clair. Les gens vont stationner leur voiture peut-être à proximité du stade, mais pas devant le stade. Il y aura beaucoup de barrières aussi, les gens, pour une meilleure organisation et pour un meilleur, je dirais, accueil au public. Le duel, le classico ou encore le derby, Raja Wydad. Alors, quelques impressions, vous nous dites un peu plus, nous qui n'avons pas encore eu la chance de vivre cette fête-là, cette ambiance-là. Eh ben, généralement, les matchs Wydad-Raja, c'est un derby. Le stade est divisé toujours sur deux parties. Groupe ultra, le Wydad, c'est les winners, ils sont connus. Et puis après, vous avez l'autre partie, c'est la Curva Sud, qui est composée de deux ultras. Monsieur Youssef, vous êtes agent intermédiaire du sport. À la première question, savoir comment vous êtes arrivé dans ce domaine, dans ce milieu. Alors, je vous remercie pour votre présence. Et voilà, donc, je vous explique tout simplement, je suis un fanatique du football. J'aime bien regarder les matchs de foot, c'est une passion. Pour moi, le métier, l'activité d'intermédiaire sportif, ça m'a marqué depuis quelques années. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à exercer cette activité. Consulter la Fédération royale marocaine de football déjà dans un premier temps, afin de pouvoir exercer mon activité en plein temps. D'habitude, on nous fait savoir, on pense que les agences de joueurs ou intermédiaires sont riches parce qu'ils signent des gros contrats, les joueurs signent des gros contrats. Mais dites-nous, est-ce que c'est votre cas? En fait, riche, c'est par rapport peut-être à des intermédiaires sportifs qui exercent cette activité peut-être dans des championnats beaucoup plus développés sur le Maroc. Si on prend le cas peut-être de Menendez, on prend le cas de Rayola, Rayola, c'est moi, exerce l'activité d'intermédiaire sportif dans des championnats comme la France, l'Italie, l'Espagne, voilà, parfois même dans les c'est leur cas peut-être, et non pas le cas
agents sportifs qui exercent voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement dans votre métier? Les difficultés, si vous allez poser la question à un autre agent, on va vous dire la même chose. Nous voyons rencontrons toujours des problèmes aussi de la mentalité des gens qui exercent cette activité sans droit. Déjà, pour être intermédiaire sportif agréé, il faut avoir l'autorisation de sa propre fédération. Parce que si un entraîneur il exerce l'activité d'entraîneur, il est je dirais, dans le staff technique d'une équipe, c'est parce qu'il a le badge d'entraîneur. Un joueur qui joue au foot dans une équipe sportive, c'est un joueur qui a le badge de joueur. Bon, pour exercer ça, c'est un droit. Et aussi, c'est la responsabilité du président de club, du comité d'équipe, qui doivent déjà dans un premier temps travailler sur des projets par la fédération. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être un intermédiaire? Y a-t-il un concours? Y a-t-il des stages qu'il faut faire? Comment est-ce que ça se fait, n'est-ce pas, pour qu'on soit un intermédiaire? En fait, c'est pas facile pour être intermédiaire au Maroc. Il faut déjà consulter la propre fédération et Les détails. Ça mais il faut aussi avoir la patience, c'est un métier, les gens pensent que c'est facile de placer un joueur alors qu'ils ne savent pas les problèmes rencontrés par le joueur, peut-être les problèmes financiers liés au contrat, c'est pas facile. Voilà. Alors, dites-nous depuis combien d'années exactement vous exercez dans ce métier? En fait, pour être beaucoup plus précis, c'est depuis 2018. Alors, depuis 2016 que j'ai commencé à voir ce qu'il fait, grâce à un ex-joueur du Morter de Fès, un espagnol, il est revenu en ce moment, il m'avait encouragé de aussi du parc espagnol, de rencontrer des gens en Espagne, et voilà, espagnol. Donc j'ai eu l'idée en 2016, après j'ai préparé. C'est qu'à partir de 2018 que j'ai commencé à exercer. Et beaucoup plus légalement qu'en 2020. Est-ce que vous vous souvenez un seul exemple dont vous avez eu besoin à placer la technique? Je me rappelle bien de ça en fait. J'ai commencé par un joueur en amateur. Donc c'était pour moi beaucoup plus, je ne pensais pas aux conditions bien peint, je pensais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus concentré sur, c'est comme si j'ai passé un stage. Donc pour connaître déjà comment ça se passe, pour lire un contrat, voir aussi les conditions, les clauses peut-être, négocier avec les gens. Malheureusement c'est pas facile au Maroc parce que chaque club a ses propres conditions, son propre organigramme. Parfois, tu parles avec un directeur technique, chose qui est faire des transactions pour être intéressé par un joueur, mais c'est compliqué. Parfois, tu parles avec un membre du comité, parfois avec un président. Donc, je pense qu'il manque un peu d'organisation. Côté club. Alors, dites-nous un petit peu, vous avez quand même un travail assez compliqué, vous rencontrez aussi certaines difficultés, je vous disais tantôt. Comment se fait généralement la collaboration entre les Alors, la collaboration entre intermédiaires et joueurs, c'est toujours un intérêt entre les deux parties. Un intermédiaire ne va pas
travailler avec un joueur qui n'est pas convaincant pour lui. Normalement, un intermédiaire, il peut proposer au joueur de signer un mandat d'exclusivité, de représentation. Là, l'intermédiaire ne va pas signer avec n'importe quel joueur, ça on le sait, mais tout dépend aussi de la mentalité du champion, de sa propre méthode de travail. Voilà, donc c'est aussi le joueur qui fait confiance à cet intermédiaire. Parce que le football, aujourd'hui, c'est un business, c'est un projet aussi. Le joueur, quand il signe un contrat, c'est pour travailler. Voilà, pour être sérieux, être aussi suivi par son intermédiaire, qui le représente à chaque fois. Voilà. Alors un travail de fond et d'ensemble, juste pour mettre en avant la carrière du joueur. C'est d'abord ça l'objectif. Exactement. L'objectif est non pas placer un joueur pour le placer, il faut toujours avoir un projet, un défi, aussi bien orienter le joueur, parce qu'on peut avoir, par exemple, un intermédiaire, il peut avoir une liste de joueurs et tout dépend, parce qu'il peut proposer des joueurs, comme il peut recevoir des offres de clubs pour des joueurs qui appartiennent à cet intermédiaire. Donc là, il y a une différence, parce que proposer un joueur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, il faut savoir à quel club proposer je dirais les points faibles d'une équipe. Par exemple, si c'est en défense, si c'est un gardien de but, si c'est un attaquant. Donc on voit déjà, on étudie le manque d'un club, de quelle position de jeu. Et par la suite, on commence à proposer. Alors, monsieur Youssef, vous êtes marocain, d'origine bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que vous aimez manger en tant que Marocain? Là, on peut aussi parler un tout petit peu de la culture marocaine. Qu'est-ce que vous aimez à vous adorez? Comme plat, j'aime bien la gastronomie marocaine. Elle est riche en épices, riche en protéines. J'aime bien manger du poisson, du poulet, la viande, aussi pourquoi pas parfois des pizzas végétariennes, manger des légumes, voilà, les fruits. Bon. Merci, le Maroc. Voilà, nous avons tout, nous avons des pastèques, donc j'aime tout manger. Vous voyagez beaucoup, ça c'est sûr. Et vous avez aussi fait beaucoup de déplacements en Europe, en Afrique également. Dites-nous un tout petit peu comment vous arrivez, n'est-ce pas, à vous intégrer lorsque vous sortez du Maroc, lorsque vous sortez du cadre dans lequel vous avez grandi. En fait, c'est vrai, j'ai fait une année d'études en Espagne, j'ai regardé quelques matchs de la Liga. Je me rappelle bien avoir vu quelques matchs de l'équipe de l'Atlético Madrid en Espagne, pas le Real. J'espère que les Réalais ne vont pas se fâcher, mais c'était parce que j'habitais pas loin du stade de l'Atlético. L'équipe de rencontrer des gens, c'est plus relationnel, c'est un travail dans un cadre professionnel, c'est le relationnel. Voilà. Pour l'Afrique c'est un pays francophone, donc la mentalité est pratiquement la même. Les Marocains connaissent les Sénégalais, les Ivoiriens connaissent les Marocains, donc voilà. Alors on parle, n'est-ce pas, de cette relation entre des joueurs subsahariens et des joueurs marocains, européens. Dites-nous, vous qui travaillez dans ce domaine et qui, n'est-ce pas, êtes appelés à rencontrer au quotidien ces joueurs, quelle est logiquement la différence? Où se situe la différence entre un joueur subsaharien, un joueur marocain, un joueur européen dans une figure de style? Un joueur marocain, il peut jouer dans un club et habiter avec sa famille. Avec sa famille à Casa, à Rabat, à Oujda, à Berkane, à Gadir. C'est beaucoup plus, je dirais, avoir un club marocain, beaucoup plus facile, plus simple que de travailler avec un joueur étranger. Un joueur étranger, subsaharien, sud-américain,
déjà l'intermédiaire doit faire sentir chez lui-même. S'adapter, sortir avec lui, peut-être l'aider s'il a besoin d'aide. D'accord? Donc aussi connaître les cultures, les traditions du pays, les jours fériés, comme ça, on va pouvoir intégrer. Nous avons vu des joueurs donner satisfaction au Maroc et c'est peut-être à l'intégration. Justement, ce problème d'intégration est très important. Des joueurs étrangers, généralement, sont aussi souvent confrontés à la langue. Parce que généralement, on s'exprime en arabe au Maroc, même si le français ressort un petit peu. Comment vous préparez ces joueurs-là? Qui ne maîtrisent pas déjà dès le départ la langue? Et comment vous les préparez? En fait, le football n'a pas de langue actuellement. Mais en 2022, la seule langue, c'est sur le terrain. Exactement. On peut voir prochainement, bien sûr, la Coupe du Monde. Nous allons voir des nations jouer avec des arbitres. On voit ces arbitres qui viennent de l'Asie, de l'Amérique du Sud, et qui parlent avec les joueurs. On ne sait même pas avec quelle langue, parce que la langue de football est connue. Donc, c'est vrai qu'au Maroc, nous avons vu que pratiquement 90% des recrutements de clubs en première, deuxième division sont faits avec des joueurs subsahariens francophones. Si vous allez remarquer, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Maliens, et moins de Nigérians, moins de Sud-Africains, un seul Sud-Africain en voilà, moins de Zambiens, moins de Kenyans. Il y a un joueur kenyan qui joue à El Jalida, et beaucoup plus de joueurs subsahariens francophones. Donc ici, la langue est très importante. Je me rappelle bien avoir échangé avec un entraîneur. Il m'avait dit que nous préférons recruter un joueur francophone. C'est beaucoup plus simple. Aussi au niveau de la communication. Voilà. Parce qu'on parle moins l'anglais au Maroc. Peut-être les entraîneurs parlent anglais, mais les joueurs Justement, la culture anglo-saxonne est un petit peu différente aussi parce que quand on parle de la culture francophone, le Maroc s'y adapte un tout petit peu facilement, mais les anglo-saxons, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, exactement. Mais nous devons essayer de s'adapter, aussi avoir peut-être les gens qui parlent cette langue, les intermédiaires un travail aussi à faire, à accomplir. S'ils représentent des joueurs subsahariens anglo-saxons, il y a des Sud-Américains qui parlent espagnol, bon, ils doivent les faire adapter. La langue arabe, parce qu'on voit en Espagne l'engagement des clubs envers ces joueurs. Si un Marocain part en Espagne, déjà la première des choses, c'est qu'il est inscrit dans une école, et bien l'équipe lui paye un prof de langue déjà, une fois atterri Pour aller dans le même sens, est-ce que vous êtes régi par une association ou agent intermédiaire? Nous avons une association d'intermédiaires. Nous avons déjà organisé une manifestation il y a quelques jours à Rahat, là où il y avait une fête d'agents les journalistes, les comédiens, il y avait un match amical. Cette association vient d'être créée il y a quelques années, plus exactement en 2015, et nous essayons de faire toujours le maximum pour nous rencontrer et parler des problématiques afin de pouvoir toujours donner de la force à notre union. GFM's TV.
ce plateau d'échange avec Monsieur Youssef Moutawakil, qui est donc intermédiaire de joueurs ou de sport, si vous voulez. Et là, nous sommes dans ce splendide environnement, dans les locaux où se passe tout le travail de fond de Monsieur Moutawakil. Et on va justement essayer d'en parler. Là, vous nous recevez dans votre cadre de travail assez beau, accueillant et agréable surtout au niveau du travail. Dites-nous un tout petit peu comment est-ce que vous essayez de nous mettre le ressenti de ce qui concerne votre cadre de travail, Monsieur Moutawakil. Très bien, donc bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour votre présence. Je suis très content de vous accueillir, d'accueillir toute l'équipe de GFIEMS TV. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes dans mon local, là où je peux me concentrer pleinement sur mon travail, travail d'intermédiaire ou bien faire un autre travail, donc c'est là que je peux exercer ça. Bon, depuis le début, moi j'aime bien le professionnalisme dans tous les domaines. Il faut être professionnel, il faut assurer, il faut essayer de faire le maximum possible afin de réussir. Dans notre travail d'intermédiaire, c'est vrai que le relationnel existe toujours. C'est la communication, c'est aussi la supervision des joueurs, des équipes de football aussi. Donc ce local, c'est pour toujours garder notre cuisine interne, parce qu'on ne peut pas, apparemment, bon, je sais qu'il y en a des gens qui font peut-être des discussions, je dirais, qui devraient être peut-être discrets sur des contrats de joueurs, sur des négociations, de possibles transactions, des événements sportifs. Ça, dans les cafés, je pense que c'est pas du tout professionnel. Donc je préfère toujours m'isoler, être ici, parler avec les gens professionnellement, afin de garder bien sûr nos projets discrètement. Voilà. Et c'est aussi important d'avoir une adresse, c'est-à-dire où on peut vous retrouver à tout moment, un endroit assez stable qui fait qu'à tout moment, ça montre un peu de la transparence dans le travail que vous faites, parce qu'on a l'habitude de voir des agents qui amènent des joueurs dans des endroits non appropriés pour signer des contrats, et on se pose des questions si on a envie de le voir demain ou après-demain, où exactement on peut le trouver. Est-ce que vous voulez démontrer par cette manière de travailler qu'il est important, n'est-ce pas, d'être assez transparent dans ce qu'on fait pour un peu plus de confiance, un peu plus de professionnalisme aussi? En fait, démontrer ça, non, pas forcément. Ça fait partie de mes habitudes. Donc, c'est vrai que aussi je prends des cafés, je peux rencontrer des joueurs de football, je peux rencontrer des cadres sportifs, mais je préfère toujours ne pas parler des trucs qui sont un peu, je dirais, discrets, les contrats de joueurs et tout. Donc, je préfère garder ces choses-là, donc les parler, les discuter pleinement, tranquillement au bureau. Peut-être il y aura d'autres discussions, peut-être culturelles ou bien non sportives qui ne touchent pas notre métier. C'est vrai que je ne suis pas toujours disponible au bureau, je me déplace souvent, je regarde les matchs de football, je rencontre des gens. Donc, je rappelle que vous êtes plus un homme de terrain, et un homme de terrain, voilà, toujours dans les stades ou encore dans des événements sportifs ailleurs, mais quand même vous avez toute une équipe derrière, donc même si on ne vous trouve pas sur place personnellement, on peut trouver votre équipe, voilà, où on peut remplir un certain nombre de choses. Voilà, des gens qui collaborent avec moi, notamment je remercie un certain Saïd Briat, ex-joueur de la Renaissance de Stats. Il a joué aussi au KCM, au club de Marrakech, un club historique aussi, ouais. Un grand club. Il a joué aussi. Je rappelle qu'il y a eu quelques joueurs de cette équipe qui ont pris part à la Coupe du Monde de 1986. 94 plutôt, oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait,
le Kawkab de Marrakech, donc déjà on profite pour en parler. Il y avait Alaoui Zakaria, le portier. Il y avait Tahar Lekhlaj, un excellent joueur. Il y avait aussi, désolé si le nom ne vient pas, échappe. Il y avait Ahmed Beja, il a joué en Arabie Saoudite, mais il est de Marrakech. Donc voilà. Saïd Belkhiat aussi, il a joué une seule saison à Kawkab Marrakech. Et c'est la personne avec qui je collabore. Il m'appelle souvent afin de discuter, afin de me parler d'un joueur, afin de pouvoir rentrer en contact. Parce que ce travail d'intermédiaire, je ne peux pas me déplacer à chaque fois dans des stades. Il y en a des gens avec qui je travaille, je collabore, notamment ce monsieur-là, afin d'avancer. Alors, monsieur Moutawakil, dites-nous, que pensez-vous des faux agents de joueurs? Malheureusement, les faux agents de joueurs, ils existent partout, partout. Dans les cafés, dans les stades, dans les restos, dans la rue, dans les maisons, ils existent partout, dans n'importe quel pays, malheureusement. Mon principe, c'est voilà, donc de ne pas trop penser à ça. Je me concentre sur mon travail. Si moi je suis agent de joueur, je suis un agent de joueur agréé par ma fédération royale marocaine de football qui m'a attribué la licence d'agrément, comme plusieurs agents qui sont aussi agréés par la fédération. Et nous sommes pratiquement au nombre de 55. Mais malheureusement, les faux agents, ils font le travail sans badge, le travail d'intermédiaire en noir. Ceci peut coûter cher à des équipes professionnelles ou bien à la carrière de certains joueurs, parce que déjà ces faux agents, ils sont pas connus, il n'y a pas un écrit sur le contrat du joueur, donc le joueur n'est pas reconnu par son intermédiaire. Donc je préfère ne pas trop parler de ça, parce que c'est un sujet qui vraiment nécessite toute une émission pour en parler. Voilà. Et comment pour aider aussi ces joueurs-là qui tombent généralement dans le piège de ces personnes non qualifiées pour mener cette activité, comment, n'est-ce pas, aider les joueurs à ne pas tomber entre les mains de ces faux agents de joueurs? D'accord, donc le joueur, personnellement je vois que le joueur doit être responsable de lui-même, donc il doit savoir avec qui il sort, avec qui il parle. Un agent, qu'est-ce qu'il pourra lui apporter? Un agent, c'est une personne, c'est un conseiller sportif, c'est un conseiller déjà. Parfois, je reçois des appels ou bien des rencontres avec certains joueurs qui posent la question, qui nécessitent un appui, des consignes, des conseils plutôt. Voilà, donc le joueur est responsable de lui-même et il doit savoir avec qui il collabore. Est-ce qu'il y a souvent, n'est-ce pas, des termes de finances, d'argent entre des joueurs et des agents? Parce qu'il y en a qui mettent en avant en disant, voilà, vous devez payer telle somme pour que je vous trouve un club dans un pays. Voilà, on voit beaucoup de joueurs tomber dans ce genre de petits pièges. En fait, ce travail, c'est un travail, si on parle des agents, c'est par commission. Malheureusement, si on parle des faux agents, ils ne font ça que pour les commissions. Pour eux, peu importe ce qui va se passer, si la carrière du joueur va être cassée ou rompue, si l'équipe va bénéficier de ce transfert, donc il n'y a aucun suivi, rien du tout, parce que déjà, l'intermédiaire qui a perçu peut-être cette commission, il a fait son job, il est parti et il n'est pas déclaré. Nous, on travaille par des commissions, mais le plus important pour le travail de métier d'agent de joueur aujourd'hui, c'est le sérieux, c'est l'honnêteté, la transparence, la crédibilité et aussi le suivi de ces joueurs. Les joueurs doivent être disciplinés, doivent
aussi être bien orientés par leur intermédiaire, parce que c'est l'image aussi de l'intermédiaire qui joue sur ces joueurs-là. Nous, notre rôle, c'est de conseiller les joueurs, avoir notre propre, je dirais, réseau de joueurs. Je ne peux pas travailler avec n'importe quel joueur qui appelle au téléphone, que je ne le connais pas. Donc ça ne fait pas partie de mon travail. Peut-être une autre personne pourra faire ça, mais moi, je me concentre beaucoup plus sur mes joueurs, sur mon réseau, voilà, avec qui je peux travailler en toute transparence et en tout professionnalisme. Là, nous sommes encore donc dans le bureau de Monsieur Youssef Mouta Ouakil, où, n'est-ce pas, il nous a fait l'honneur de nous recevoir. Cet espace de travail très approprié pour un travail professionnel dans ce domaine que on connaît très bien et qui est assez élargi, et d'où on recherche des hommes rares qui collaborent normalement professionnellement. Monsieur Mouta Ouakil, nous sommes au Maroc, mais vous travaillez aussi avec l'Afrique. Dites-nous un peu quel est le lien que vous avez avec des joueurs africains. Alors, le lien avec les subsaharien pour être précis. Oui, on sait déjà que notre championnat local, le championnat du Maroc, la Botola Pro, première division, deuxième division, il existe beaucoup de joueurs africains, que ce soit des Sénégalais, des Gabonais, Maliens, Ivoiriens, donc de plusieurs nationalités, qui jouent et qui exercent le football au haut niveau dans notre championnat. Le lien, il est toujours, donc on est toujours intéressé par les bons profils. On ne peut pas, en tant qu'intermédiaire, bien évidemment, si on est intéressé par un profil de joueur, on peut le proposer à des clubs. Je peux signer avec lui un mandat, le proposer à un club, si c'est un profil intéressant. Et c'est surtout le passé du joueur qui nous intéresse. Parce que si c'est un joueur qui est connu, qui a joué dans plusieurs clubs, notamment par exemple dans les pays du Golfe, peut-être en Europe, des Africains qui ont joué peut-être en Tunisie ou bien en Algérie ou bien en Égypte, c'est des profils, je dirais, plutôt intéressants. Si on prend les jeunes joueurs qui jouent en Afrique, on sait très très bien qu'il y en a beaucoup d'académies en Europe, en Belgique, en France, qui détectent déjà ces jeunes talents. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, à 18 ans, 19 ans, ils sont déjà en Europe. Quand ils arrivent peut-être à 22 ans, 23, 24, s'ils ne sont pas recrutés par des académies ou bien des clubs en Europe, ils pensent venir jouer au Maroc. Mais nous, en tant qu'intermédiaire, on essaie de voir est-ce que ces profils pourront apporter un plus à notre championnat. Oui. Et justement, vous avez parlé d'un cercle, c'est-à-dire vous avez un réseau par lequel vous travaillez. Est-ce que si un joueur ne fait pas partie de votre réseau de joueurs, parce que quand on parle des réseaux, c'est des joueurs que vous connaissez déjà et dont vous avez déjà une mainmise. Si un joueur ne fait pas partie de ce réseau-là, est-ce qu'il ne peut pas intégrer votre milieu de travail? Il peut intégrer mon milieu de travail. Il y en a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de mandat signé avec des agents, donc ils ont pleinement le droit de travailler avec n'importe quel agent. Mais ces joueurs-là, ils doivent savoir déjà que pour proposer un joueur à un club, ce n'est pas le même que d'être, par exemple, contacté, un club qui contacte l'agent pour un joueur. Donc déjà, il y a un intérêt. Mais pour proposer un joueur, c'est une proposition, donc c'est pas du tout évident. D'accord ? Donc ces joueurs-là, s'ils veulent par exemple se présenter pour un agent, pour se faire connaître, ou bien pour le proposer à des clubs, là c'est un travail très difficile. C'est pourquoi je vous ai dit que les intermédiaires qui sont agréés, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire signer avec n'importe quel joueur, parce que c'est un engagement déjà. S'ils signent avec lui, c'est que c'est un joueur qui mérite, qui a assez de talent, que cet intermédiaire a vu en lui des choses positives qui pourront aussi l'aider à le placer dans des clubs. Alors parlons un peu du football marocain. On sait très bien que le championnat marocain
attire encore beaucoup plus des joueurs, pas seulement africains. Moi, j'ai parcouru un peu les effectifs des clubs. Je vois des joueurs brésiliens, je vois des joueurs portugais, je vois des néerlandais, des français même, qui font dans des effectifs, même si ce n'est pas des gros noms. C'est déjà quand même quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est aussi vous, c'est-à-dire vous qui contactez ces joueurs et qui les amenez ici, c'est vous qui amenez cet apport-là, cette envie-là aux joueurs de venir rehausser le niveau du championnat marocain? Voilà. Pour le championnat du Maroc, première division, les équipes ont droit à 4 joueurs étrangers. Quand vous avez dit des joueurs néerlandais ou des Français, ce ne sont pas des Néerlandais ou des Français de souche, comme on dit. C'est des Franco-Marocains, Franco-Néerlandais qui ont eu des expériences en Europe, qui ont été formés en Europe. Ça, c'est très important. Ils ont une très très bonne formation. Donc, les clubs qui les ont recrutés savent déjà leur provenance. Donc, ils ne viennent pas de n'importe quel pays. C'est vrai que si un joueur vient de l'étranger pour atterrir, pour jouer au Maroc, il doit apporter un plus. Donc cela veut dire que la Fédération royale marocaine de football a donné le droit à 4 joueurs pour chaque équipe. Mais non pas se voir dans l'obligation de recruter 4 équipes, parce que malheureusement, nous rencontrons pratiquement dans tous les clubs, il y a 4 étrangers. Donc la Fédération a donné à ces clubs attribués 4 joueurs étrangers, et les 4 places sont déjà occupées par pratiquement tous les clubs. Et c'est pas comme ça, parce que parfois on voit des joueurs étrangers qui n'ont pas vraiment le niveau du championnat du Maroc, ou bien ils ne sont pas prêts physiquement. Donc je pense, à mon avis, qu'il faut revoir ça, et aussi revoir certains recrutements qui viennent de l'étranger, parce qu'un joueur, comme je dis, étranger, il doit apporter un plus à notre championnat, surtout quand on parle des franco-marocains, des franco-néerlandais. Un joueur brésilien que vous dites, il vient du Brésil pour jouer au Maroc, il doit aider le groupe, aider l'équipe, et nous devons apprendre de ces joueurs, parce que dans les pays du Golfe, si on prend les Émirats, l'Arabie Saoudite, le football s'est bien développé là-bas grâce à ces joueurs qui viennent de l'étranger, les Brésiliens, les Argentins. Regardez le Qatar. Est-ce que le Qatar avait une sélection de foot? Est-ce que le Qatar avait un championnat? Maintenant, c'est grâce à ces joueurs et ces entraîneurs de renom qu'ils ont pu développer leur football. Et nous devons recruter des bons joueurs. Je ne dis pas que notre championnat les équipes n'ont pas les moyens, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment à la hauteur, qui jouent en Amérique du Sud. Il faut voir aussi, non pas se concentrer sur l'Afrique, diversifier un peu les recrutements. Peut-être, pourquoi pas avoir un jour, c'est une idée que je me suis posée dans la tête, un jour un joueur japonais, un joueur coréen, et qui sait, jouer au Maroc, pourquoi pas. Et puis après, il y aura le marketing, mais un joueur, je parle d'un profil intéressant, pas n'importe lequel. Justement, parlant de cette arrivée massive des joueurs étrangers au Maroc, aujourd'hui, on constate quand même que lors des dernières statistiques des associations internationales qui sont agrégées par la FIFA, le Maroc est le championnat numéro 1 en Afrique, et ça se confirme encore avec les résultats des clubs marocains qui sont engagés en compétition internationale. Est-ce que c'est cette ouverture, n'est-ce pas, mise en place par la Fédération royale marocaine de football, qui permet aux joueurs étrangers de venir aussi s'essayer au Maroc, qui rehausse aussi et met à un niveau, puisqu'on sait que l'Égypte a dominé le football africain depuis un certain moment avec Al Ahly, mais aujourd'hui il y a Wydad qui a pris un peu le relais. Est-ce que cela a aussi contribué à l'essor du football marocain en Afrique?
D'accord, c'est une bonne question en fait. Entre parenthèses, pour être logique, Al-Ahli ou bien Zamalek à l'époque, ils dominaient le football africain, mais on ne voyait pas tous les matchs, il n'y avait pas beaucoup de médias, il y avait beaucoup de... Je ne vais pas parler de la corruption parce que ça je ne l'ai pas vu avec mes propres yeux. Pas des preuves, voilà. Mais il y avait des problèmes d'arbitrage, mais après à l'arrivée de Monsieur Fawzi Larjah, le président de la Fédération royale marocaine de football, il y a eu tout un travail d'équipe. La construction de stades, de nouveaux stades, la médiatisation du championnat marocain, parce que tous les matchs du championnat du Maroc sont télévisés depuis des années. Le championnat, il est professionnel. Tous les matchs, si on parle de 30 journées, on parle de 16 équipes en première division. La Fédération royale marocaine a aussi aidé des équipes de deuxième division. Il y avait quelques matchs qui étaient télévisés aussi en deuxième division. Donc tous ces joueurs-là ont eu la chance d'avoir aussi des vidéos d'eux-mêmes, parce qu'avant il n'y avait pas ça. Donc c'est tout un travail de plusieurs années, des gens compétents, des gens qui connaissent le domaine et qui ont travaillé pour le long terme. Maintenant on est en train de récolter ces résultats, les résultats, les fruits de tout un effort de ces gens-là compétents. Nous voyons la renaissance de Berkane qui joue dans le haut niveau, qui gagne la CAF. Aussi le Raja de Casablanca a gagné la Coupe de la CAF. Le Wydad de Casablanca a gagné 2 Coupes de Ligue des Champions. Donc il y a, je dirais, un réveil du football national, et c'est grâce aussi à la Fédération royale marocaine de football qui a aidé ces équipes pour arriver au sommet. Donc ce n'est pas un travail d'aujourd'hui ou d'hier, c'est un travail de plusieurs années. Donc maintenant que le championnat est médiatisé, qu'il y a les réseaux sociaux, les caméras, tout, le football marocain, il est présent. Donc si je vais parler du passé, pour moi, peu importe, hein, mais ce que je vois maintenant, c'est ce qu'on voit. Donc tout est clair, l'arbitrage des matchs de foot, le niveau, on voit le niveau des clubs. Voilà, les championnats les plus développés peut-être en Afrique, c'est le championnat marocain, aussi il y a le championnat d'Égypte aussi, ils ont un bon niveau. L'Afrique du Sud, mais malheureusement, ils ont un championnat qui n'est pas bien médiatisé, et les matchs ne sont pas tous télévisés. Voilà, le championnat tunisien, il est moyen, mais le niveau reste tout près c'est-à-dire les qualités des joueurs marocains et tunisiens, c'est pratiquement la même chose. Mais malheureusement, leur championnat n'est pas télévisé. Peut-être qu'en Tunisie aussi, c'est parce qu'on ne voit que l'Espérance de Tunis, hein, parce qu'après, il n'y a pas un véritable... Par contre, au Maroc, on voit le Wydad, on voit le Raja, on voit Berkane, mais en Tunisie, c'est une seule équipe quand même qui est au niveau du plan assez... C'est vrai, au Maroc, on voit le Wydad, on voit le Raja, on voit la renaissance de Berkane. C'est des équipes qui ont goûté le sacre de champion d'Afrique. Oui. On voit aussi des clubs qui vont revenir, qui vont revenir fort. Il y a l'AS Far, oui. Il y a l'AS Far qui sont en train de revivre les bons moments c'est un grand club aussi. Il y a aussi le FUS de Rabat, il y a quelques années, ils ont gagné le championnat du Maroc, ils ont gagné aussi la Coupe de la CAF, je pense en 2010 ou 2011. Et donc il y a ce qui donne un charme pour le football marocain, le charme, c'est qu'il y a plusieurs clubs, comme vous dites, si on parle de la Tunisie, elle est où l'équipe du club africain, le club africain qui faisait peur en Afrique, avec des joueurs internationaux, le portier est très connu, Atouga, donc voilà, il y avait aussi l'équipe de l'AS Sfaxien, l'équipe de Sfax maintenant qu'on n'entend pas trop parler de cette équipe. C'est vrai que maintenant il y a l'équipe de l'Espérance qui triomphe. Malheureusement pour la Tunisie, il n'y a qu'un seul club qui fait le tour de l'Afrique et qui remporte, qui arrive en finale, demi-finale, quart-finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, il y a un petit peu dans les dernières années l'équipe de l'Étoile Sahel qui s'accroche, mais c'est pas suffisant. On doit voir pour la Tunisie, on doit voir peut-être 4-5 clubs qui vont revenir.
Voilà donc cet échange avec Monsieur Youssef Moutawakil, donc intermédiaire de sport, et qui nous a parlé en large, n'est-ce pas, de lui, de son activité et aussi du football marocain en général, où on a appris beaucoup de cet essor que le football marocain vit aujourd'hui. J'espère qu'on aura une autre occasion de parler un peu plus largement du football, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de très très intégré dans cette discipline. Inch'Allah, on aura beaucoup plus le temps de parler de ces sujets-là, parce que malheureusement le temps arrive. La Coupe du Monde arrive, exactement. Donc malheureusement on ne peut pas aborder tous les thèmes, c'est vaste, le temps ne nous le permet pas. Mais je vous remercie de votre présence aujourd'hui dans mes locaux. Aussi je remercie les téléspectateurs marocains, africains qui ont assisté à cette chère, belle et précieuse émission. Voilà, donc je vous adresse la parole. Voilà, merci d'être, n'est-ce pas, là, présent à suivre cet échange avec M. Youssef Moutawakil. Notons que nous sommes là pour le développement du football africain, et on aura d'autres sujets, notamment pour aider au football africain à atteindre le niveau qui est le sien. Alors, merci encore, et je vous souhaite, n'est-ce pas, de passer un très bon week-end. Rendez-vous pour une prochaine édition d'Échange avec GFM TV.